voilà, on relâche et après les gens applaudissent. Et pour moi, ça c'est vraiment un moment hors temps. C'est voilà, c'est juste ce moment de grâce où on a envoyé toute cette émotion, cette beauté, tout ça, tout cet échange et qu'on sent que le public l'a reçu et voilà, ça c'est génial. Donc mes moments de joie, c'est vraiment sur scène, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Kaeluna. Kaeluna. Julie Sevilla Freis, c'est à la fois une aura mystérieuse, un tempérament rock, l'héritage du classicisme et le don de la modernité. Julie, c'est le choix du violoncelle et le désir de vivre son art. Julie, c'est assumer son image, partager son univers et de fait rappeler que la musique n'a de sens que si l'artiste la vibre et qu'une audience la reçoit. Julie démontre que l'on peut être une femme qui s'expose, qu'on peut faire le choix de l'excellence et avoir l'audace d'incarner la tradition autrement. Alors que l'on se questionne sur ce à quoi nous aspirons, alors que nous vivons dans une société qui nous abreuve de possibles, Julie, dans l'exclusivité de son choix, offre l'opportunité de se rappeler que trouver sa ligne directrice, son sillon, permet sans doute d'adresser les aléas de la vie avec plus de confiance. Mais finalement, peut-être que cette force qu'elle incarne, au même titre qu'elle émane le sensible, ne sont pas si évidents qu'il n'y paraît. Alors nous sommes très heureux de partager avec elle un moment où cette fois-ci, ce ne sera pas son violoncelle qui parlera d'elle. Bonjour Julie. Bonjour, enchantée. Enchantée. Julie, peut-être pour démarrer ce podcast ensemble, pourrais-tu nous raconter la genèse de ton engagement au violoncelle? Et bien entendu, en t'écoutant, on ne peut être qu'ému. Pour autant, qu'est-ce qui a motivé ce choix, cet attrait à un instrument aussi intime, Julie? Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que, comme beaucoup d'instrumentistes professionnels aujourd'hui, j'ai commencé le violoncelle enfant. Donc, on va dire que c'était un choix Quel âge? à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. D'accord, ok. Voilà, donc c'était un choix oui et non, dans le sens où, bon, comme beaucoup d'enfants, j'étais en admiration de ma maman, et qu'elle aimait le violoncelle, mélomane sans être du tout musicienne, qu'elle m'a proposé, amené à cet instrument, et j'y ai adhéré assez vite. Hein. Et puis c'est vrai que après, j'ai toujours eu ce côté un petit peu bonne élève quand j'étais plus jeune, donc je faisais bien ce qu'on me disait. Mais j'ai eu aussi la chance d'avoir des professeurs, enfin en tout cas le professeur qui m'a débuté, et puis après plus tard d'autres qui m'ont poussé, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné l'envie. Je suis allée voir, écouter des concerts de musique classique en live, tout ça. Et c'est vrai que quand on est enfant, je pense qu'on a beaucoup moins de préjugés, voilà, on prend ce qu'il y a comme ça, sans arrière-pensée, sans rien, et j'ai absorbé tout ça, et voilà. Et ensuite, il est arrivé un moment vers l'adolescence où je voyais pas ma vie sans violoncelle, sans musique en tout cas, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc merci à ta maman. Oui. Julie, j'avoue être novice quand il s'agit de violoncelle, même si aujourd'hui les barrières s'amenuisent et que l'accès à la musique classique est plus démocratisé, notamment grâce à des associations artistiques plus éclectiques. Comment expliques-tu qu'on ne s'autorise pas encore suffisamment un libre accès à la musique classique ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la musique classique a encore une image, surtout auprès des jeunes, j'ai l'impression, un petit peu inaccessible. Alors souvent les gens, parfois il y a des personnes après les concerts qui viennent vous voir et disent mais moi j'y connais rien, hein, mais j'ai bien aimé ce morceau-là. Et en fait, comme je dis à chaque fois, on n'a pas besoin de connaître forcément les dessous de l'œuvre, de l'analyser, de savoir techniquement ce que ça représente, tout ça pour apprécier. C'est comme quand quelqu'un qui connaît rien en peinture et qui va voir une exposition, il peut tout à fait être touché par en fait juste par le beau, en fait, voilà. Et je pense qu'on n'a pas besoin de connaître pour apprécier, vraiment. Enfin, moi ça j'y crois assez fort, et c'est vrai que la musique classique, souvent on a cette image que c'est très pointu, rigoureux, un peu élitiste même. Il y a un côté élitiste. Ah oui, complètement, ouais. Élitiste, réservé seulement à une catégorie de personnes.
Alors que pas du tout. Et puis c'est vrai que même quand on est dans le milieu musical, on se rend compte que c'est très étiqueté encore. Il y a des catégories, il y a des gens qui font certaines choses qui font pas d'autres, voilà. Mais ça évolue quand même, hein, ça. Même en quelques années, moi, je me rends compte entre la génération d'avant et ma génération, il y a quand même des choses qui ont évolué. Les gens se permettent de passer d'un univers à un autre, c'est-à-dire de pouvoir faire et du classique et en même temps d'autres styles de musique. Enfin, moi, je crois que tant qu'on fait de la qualité et qu'on le fait entre guillemets sérieusement, enfin voilà, avec passion, envie, et je vois pas pourquoi il faut se cantonner à certains chemins bien précis, même si c'est évident que il faut se spécialiser parfois pour être meilleur dans ce qu'on fait que de trop s'éparpiller. Mais ça, c'est aussi quand on est jeune, quand on est étudiant, voilà, on peut plus se spécialiser dans une chose, mais après, c'est tout aussi enrichissant de s'ouvrir à d'autres univers, je crois. Tu joues d'autres instruments, Julie? Alors j'ai appris un peu le piano, mais ça fait longtemps que j'en ai pas joué. Et non, après, moi je fais que du violoncelle. Parce que comme je disais, voilà, c'est vrai que pour arriver à un certain niveau, on est obligé de passer quand même du temps dessus, et donc il faut voilà se spécialiser. Mais après, peut-être que ça m'est déjà arrivé d'avoir envie d'apprendre un autre instrument pour le plaisir, pas pour en faire professionnellement, et même parce que c'est ça découvrir une autre approche. Par exemple, un instrument à vent qui est complètement rien à voir avec les instruments à cordes, ça apprend d'autres choses, le souffle, tout ça. Mais bon, je pense que je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps libre. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour les prochains mois, et tant mieux. Julie, nous, avec Luna, on aime les associations et tu ne seras pas surprise d'entendre que ton duo avec le danseur Yann Antonio nous a beaucoup touchés. Touchés par la générosité que vous avez l'un envers l'autre et touchés par la diversité que vous incarnez dans les énergies, la proposition artistique et vos tempéraments. Aspires-tu plus d'association ou au contraire, tu t'épanouis dans un rôle de soliste? Alors, je crois que j'ai besoin des deux. Et puis finalement, quand on est, par exemple, comme vous dites, une association entre deux artistes, ce sont quand même deux individus, deux solistes séparés qui créent quelque chose ensemble. Donc, bien sûr, moi, j'aime être soliste pour pouvoir exprimer ce que j'ai à dire moi. Mais par contre, faire que ça, non. En fait, on a besoin, et c'est très enrichissant, et ça procure beaucoup de bonheur de pouvoir justement découvrir un autre soliste, entre guillemets, un autre artiste qui, lui, va travailler différemment, voir d'autres choses. Alors là, en l'occurrence, avec Yann, donc lui, il est danseur à la base, donc c'est plutôt du style hip-hop ce qu'il fait. Et c'est lui qui est venu vers moi parce que lui, il avait envie de travailler avec un instrument à cordes, en l'occurrence un violoncelle, voilà, de la musique classique. Et c'est formidable parce que tous les deux, on découvre vraiment l'univers de l'autre, et en même temps, on se rend compte que en fait, ça peut tout à fait être compatible. Voilà, donc je pense que moi, j'apprends beaucoup. Enfin, j'adore le voir danser, évoluer à côté de moi. Je pense que inconsciemment, ça modifie mon jeu. Et lui, je pense qu'il est inspiré par ce qu'il entend aussi. Donc pour lui, ça change aussi sa façon de voir. Voilà. Mais c'est pareil dans d'autres associations. Donc c'est vrai que pour répondre plus précisément à ta question, oui, moi j'aspire à faire ce genre de rencontres et ce genre d'échanges. Et je pense que c'est pas du tout incompatible avec le fait à côté d'avoir aussi des moments où on est seul. En tout cas, c'est vrai qu'on invite tout le monde à aller visionner des vidéos de vous. Disponibles sur YouTube notamment, qui sont extrêmement riches. Il y a une connexion, quand bien même toi tu es statique, et il y a quelque chose qui est très intense qui se dégage de cette association. C'est vraiment un sublime moment. On t'a découverte sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Au-delà du moment musical partagé quand tu faisais des posts, je crois que ce qui a fait beaucoup de bien, c'était d'avoir accès à un contenu différent qui n'avait pas pour but de vendre, de convaincre ou de diffuser de l'information. C'est vrai qu'avec toi, il s'agissait plutôt d'un moment de plaisir. Donc finalement, quand on regardait ces posts sur ce réseau professionnel, on se disait qu'être artiste, c'était aussi embrasser une autre exigence à vivre,
Quel est ton regard du coup sur le salariat et les conditionnements à vivre peut-être qu'il induit? Ben, c'est vrai que... Alors après, moi, j'ai aussi... finalement, j'ai une vie aussi... Enfin, je suis salariée puisque je travaille à l'Opéra de Paris. Donc, c'est pas incompatible. Entreprise oui, un oui, peu c'est sûr. particulière tout de même. Oui, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'intégrer. Oui, non, bien sûr. Tu as une fiche de salaire de l'Opéra de Paris. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une entreprise particulière, mais en même temps, c'est une entreprise. C'est une entreprise avec, en plus, sur l'opéra, il y a plein de métiers différents à l'intérieur. Il y a pas que il y a bien sûr la musique, la danse, le chant, mais il y a aussi les costumiers, et puis il y a tout le travail administratif. Enfin, donc c'est une grosse maison. Donc le côté, salarié, voilà. Après, c'est bien sûr, c'est une maison d'art, mais bon, il y a toute une fourmilière en dessous. Mais en tout cas, donc qu'est-ce qui change après, enfin, on va dire le mode de vie. Disons que moi, je me contente pas de l'opéra. C'est vrai que l'opéra, c'est une maison merveilleuse. Je suis vraiment très 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 heureuse et d'en faire partie. Après, c'est un travail de groupe. Puisque on est donc au sein de l'orchestre, on est en fosse, on est au service de ce qui se passe sur scène. Nous, on est dans l'ombre, hein, les musiciens dans la fosse, c'est un peu le travail de l'ombre. Donc on suit le chef d'orchestre qui lui essaie de regrouper ce qui se passe sur scène, donc soit quand c'est des ballets avec les danseurs, soit avec les chanteurs quand c'est de l'opéra, et avec l'orchestre. Et après, à côté de ça, quand je sors de l'opéra, c'est vrai que c'est un peu comme si c'est tout un show, un spectacle, quoi. Donc c'est comme si j'avais vécu une histoire, voilà, du début à la fin. C'est ça qui me plaît vraiment dans l'opéra. Mais après, j'ai besoin aussi de faire des choses à côté, seule, en petit groupe, pour avoir parce que c'est complètement un autre travail. Donc faire ces vidéos, par exemple, c'était vraiment du solo, hein, pour le coup. Mais c'était une autre façon pour le coup, de pas être dans l'ombre et de s'exposer, et puis surtout, en fait, juste de partager quelque chose, parce que ce qui est génial avec la musique, c'est qu'on n'a pas besoin de parler, en fait. C'est un langage universel, et c'est vrai. Donc voilà, je sais pas si ça a bien vraiment répondu à la question. Mais... Alors moi j'ai une question sous-adjacente qui dit comment tu as eu l'idée? Comment ça t'est venu? Tu connaissais ce réseau? C'est quoi la pour LinkedIn? Ouais. Eh ben oui, alors c'est vrai que c'est un peu. En fait, j'étais inscrite dessus depuis un petit moment, je pense. Mais moi, je fonctionnais plutôt avec Facebook, Instagram, voilà, un peu comme tout le monde, on va dire. En tout cas, les gens de ma génération. Et puis sur LinkedIn, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à partager une vidéo que j'ai mise sur Facebook et Instagram, et je me suis dit, tiens, je vais aussi la mettre sur LinkedIn. Après tout, voilà, pourquoi pas. Et ça a bien pris, et les gens étaient ravis. Alors, ça n'a pas bien pris. Ça n'a pas bien pris. Ça a cartonné. Tu utilises le bon langage, le bon vocabulaire. Mais j'étais vraiment, honnêtement, j'étais surprise parce que je pensais pas, parce que j'ai eu beaucoup plus de succès sur LinkedIn que sur Facebook ou Instagram, hein, mais ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Et je pense que sur LinkedIn, en fait, tout simplement, ça s'adresse à d'autres personnes, je crois, hein. J'ai pas fait une analyse de toutes les personnes qui m'ont répondu, mais je pense que c'est des gens qui ont peut-être pas d'occasion, en fait, pas trop l'occasion de voir ce genre de vidéos. Et que effectivement, comme c'est vraiment un réseau professionnel, comme tu disais au début, Marina, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est pour inciter, ou pour peut-être faire connaître, je sais pas. Après, j'y étais pas trop dessus, donc je me rendais pas compte. Et c'est vrai que les gens ont pris ça comme comme si c'était vraiment un cadeau. Alors moi, j'étais ravie. J'étais ravie. Puis surtout, c'était les commentaires, c'était des choses personnelles. En fait, j'avais l'impression que les gens, ils étaient vraiment touchés personnellement. Je crois qu'ils oubliaient même en te répondant qu'ils étaient sur un réseau professionnel. Oui, alors donc ça m'a vraiment encouragée à continuer. Donc j'ai essayé d'en faire régulièrement, et voilà, et je vais continuer. Hein. Franchement, je vais continuer parce que voilà. Tu as démarré à la période avant le confinement ou parce que moi Non, j'ai demandé pendant au début du confinement, parce que c'est vrai que
bon, on savait pas effectivement comme tout le monde combien de temps ça allait durer. Mais bon, je me suis dit bon là, il y a plus de concerts, plus rien pour l'instant. Mais moi, je vais pas ranger mon violoncelle dans la boîte et puis attendre que les 2 mois ils se passent. Donc j'avais envie de travailler, d'en profiter justement pour travailler des choses que j'avais pas le temps de travailler avant, voilà. Et puis je me suis dit mais en fait j'ai envie de continuer à partager ma musique ou à me faire connaître, à exister en fait en tant que musicien, parce que le musicien tout seul dans sa chambre, bon c'est bien mais c'est pas le but. Enfin le but c'est vraiment de partager. Donc c'est comme ça que j'ai commencé au début du confinement. Après je pense que j'étais pas sur LinkedIn, c'est vrai que j'en ai pas vu d'autres, mais après il y a plein d'orchestres, il y a plein de gens qui ont fait des vidéos, des collaborations aussi à distance, des choses comme ça. Il y en a pas mal qui l'ont fait. Il y en a sûrement beaucoup qui n'ont pas osé aussi, parce que honnêtement moi faire des vidéos comme ça j'aurais pas osé avant le confinement par contre, parce que filmer avec un téléphone comme ça, le son pas terrible. Enfin, nous à chaque fois on se met quand même la pression parce que on a envie que le rendu soit fidèle, que bon, est-ce que ça va pas vis-à-vis du milieu musical, est-ce que ça va pas faire un petit peu entre guillemets cheap, est-ce qu'il faut que ce soit quand même de bonne qualité, tout ça. Donc moi je me mettais un peu la pression avec ça, et finalement je me suis dit mais non, en fait ça marche, il n'y a pas besoin même avec le téléphone ça peut fonctionner, parce que déjà je pense que chacun fait avec les moyens du bord, qu'on est en confinement et que de toute façon tout le monde est dans le même cas, du coup je veux dire voilà, personne va aller en studio enregistrer un truc nickel. Tu veux dire donc, que le confinement a donné plus d'audace, en tout cas c'est ce que tu exprimes. Exactement. Et de se libérer un petit peu d'une exigence à des endroits qui peuvent freiner des fois. Oui, c'est exactement ça. Okay. Ça a donné l'audace de le faire. C'est vraiment ça. Ok. Julie, le Conservatoire, l'Opéra de Paris sont des grandes maisons. Elles inspirent l'exigence, la quête de perfection. Comment on peut devenir soi quand on embrasse un cadre aussi empirique et pétri d'héritage ? Oui, c'est une très bonne question, ça. En fait, c'est vrai que ce sont en plus des maisons qui sont anciennes. Hein. Et puis, comme tu dis, il y a tout un héritage, il y a toute une ancienneté, un cadre. Une tradition aussi. Une tradition, absolument. Il y a beaucoup cet aspect-là. Et je crois que c'est important, dans un premier temps, de pouvoir rentrer dans ce moule un petit peu, parce que c'est aussi bien quand on apprend de savoir respecter les règles, savoir, on va dire, s'adapter, respecter oui, il y a une notion vraiment de respect, en tout cas pour moi je trouve, du passé, de ceux qui ont été là avant, de la façon d'enseigner, tout ça. Mais ensuite, il faut réussir à voler de ses propres ailes, parce que sinon, on est tous calibrés, quoi. Je veux dire, donc il faut réussir à sortir de ça, à exprimer sa personnalité. Alors c'est pas forcément. Après, ça dépend vraiment de chacun. Je sais que moi, quand je suis rentrée au CNSM, au Conservatoire de Paris, par exemple, j'étais ado, j'avais pas trop, comme plein d'ados, j'avais pas trop confiance en moi, donc j'avais encore ce côté bon élève. Donc je pense que je suis bien rentrée dans le moule. Mais après, je sais que le moment, en tout cas dans ma vie, où j'ai eu l'impression de faire le plus de progrès, c'est quand je suis sortie et que j'ai plus pris de cours, en fait, parce que pour moi ça m'a permis de me retrouver avec moi-même et de me dire là maintenant je sais vraiment ce que j'ai envie de dire. Mais c'est un tout, après chacun son chemin. Il y en a qui se révoltent bien plus tôt. Il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans le cadre, hein. C'est comme la scolarité, hein. Il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans le cadre. Donc je crois que c'est personnel, mais je pense que c'est important de rentrer dans ce moule et de savoir ensuite s'en défaire, voilà. De pas rester de prendre confiance, en fait, de prendre confiance en soi, et voilà, de savoir. Et cette révolution intérieure dont tu parles très très bien, pour s'enlever ce carcan un petit peu, qui de temps en temps, tu le dis bien, peut nous conditionner à être comme tout le monde. Oui. Il a été difficile ou pas ? Est-ce que ça a été compliqué chez toi ? Parce qu'on sent qu'il y a une forme de maturité. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus durs ? Donc là, on parle de pendant cette période
d'apprentissage, on va Ouais, dire. ouais. J'appelle ça apprentissage. Ouais. Oui, d'apprentissage, Oui, et comme tu le dis oui, très bien, à un moment donné, quand tu sens que tu n'as plus envie d'apprendre et oui, d'être toi-même, qui est pour, tu oui. le dis très bien, deux périodes différentes. Oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a eu des moments, mais je crois qu'on s'en rend compte après, en fait, avec un peu de recul. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où ben, à force, parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect, d'admiration pour tous les professeurs que j'ai eus. Alors, en plus, il faut savoir que ce sont les cours d'instruments, c'est des cours individuels avec un professeur. Au Conservatoire de Paris, au Conservatoire supérieur de Paris, on a le même professeur pendant 5 ans. Après, moi, j'ai encore étudié pendant 3 ans à la chapelle musicale Reine-Élisabeth en Belgique, donc avec un autre professeur encore, un grand violoncelliste. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu respect, admiration pour mes professeurs, donc vraiment, je buvais leurs paroles. Mmh. Et j'avais peut-être un peu tendance à m'oublier moi-même. Alors après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre et puis en même temps faire après son propre mélange parce que sinon on joue tous pareil. Donc alors que chacun a sa sensibilité, voilà. Et puis j'ai toujours eu du respect pour le texte parce qu'il faut pas oublier que nous, enfin en tout cas en classique, nous sommes des interprètes. Enfin les instruments, c'est-à-dire qu'on a une partition qui a été écrite par telle ou telle personne en général il y a très longtemps ou pas quand c'est de la musique contemporaine d'aujourd'hui et j'ai toujours eu du respect pour ça de se dire bah voilà c'est de la musique qui traverse le temps, il y a quelqu'un qui a écrit ça donc il faut respecter ce qui est écrit, le texte, et puis en même temps il faut réussir après à se détacher de ça. Mais ça encore une fois je pense que je l'ai vraiment réussi à faire ça quand j'ai arrêté, ouais, quand voilà, au bout d'un moment, je dis en fait, maintenant, j'ai plus besoin ou j'ai plus envie qu'on me donne la direction. J'ai envie de chercher moi-même et de faire mon interprétation. Mais après, tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai appris, c'est un bagage qui est là. Mais maintenant, j'ai assez d'assurance pour dire, bah, ça j'aime pas. Voilà. Mais ça, c'est une question après, de goût, c'est très personnel, hein. Après, c'est aussi le talent de l'interprète, comme tu le disais. Il y a effectivement Oui. quelqu'un qui écrit une partition et qui après fait aussi le choix de la donner à interprétation. Et donc, ce qui fait Absolument. sans doute la différence entre les interprètes et les bons, c'est leur capacité d'intensité à le recevoir et à le retransmettre. Donc, Ah oui, à c'est le vrai transmettre. que là, le tempérament est important. Et moi, je voulais te redire à quel point je trouve que c'est bien qu'en tant qu'interprète, justement, tu aies le courage de poser ces mots, de dire que tu as besoin d'être reconnu pour qui tu es, que toi aussi tu as envie d'échanger librement autour de ta personnalité, de ton univers. Voilà, je trouve que c'est important de le faire parce qu'au final, tout le monde y aspire un peu, mais on n'a pas toujours le courage de le dire. Oui, c'est sûr. Bah, disons que oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on fait ça, on se met un petit peu à nu, en fait. On se met à nu en montrant bah, les choix qu'on fait, en montrant sa sensibilité. Parce que c'est vrai qu'un métier artistique, ben voilà, quand on joue d'un instrument, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on voit ce que je pense. Hein. Donc c'est pas. Et en même temps, je me dis bah en même temps je me dis j'ai de la chance de pouvoir faire ça comme ça. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui aimeraient savoir jouer d'un instrument pour ça aussi, pour pouvoir s'exprimer ou voilà. Et bon après, en faisant ça, c'est sûr qu'on s'ouvre aussi à recevoir des critiques qui peuvent être voilà bonnes comme mauvaises. Donc c'est comme à la sortie d'un concert. Quand on joue, c'est vrai que les gens qui viennent vous voir juste après le concert, ils se rendent pas compte que ce qu'ils vont dire, ça a un impact vraiment fort parce que c'est comme si on venait vraiment de se mettre à nu devant tout le monde, de dire voilà qui je suis, mais voici mes failles, voici mes forces, tout ça. Et un mot des fois peut même des fois ça peut être juste de la maladresse, les gens se rendent pas compte, mais c'est vrai que ça a de l'impact vraiment, que ce soit bon comme mauvais, hein. Enfin c'est comme si c'était vraiment quelque chose qu'on nous disait à nous personnellement. Voilà. Mais je pense que c'est pareil pour les acteurs, enfin les comédiens, je pense que c'est pareil pour tous ce genre-là. Les démarches effectivement d'exposition. Oui, exactement. Quel est selon toi l'enjeu sociétal que la musique devrait adresser aux bornes de notre avenir d'humain ? Moi, je crois beaucoup en l'éducation parce que enfin c'est-à-dire ça recoupe un peu avec ce qu'on disait au début.
je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître pour apprécier. En fait, je crois que la musique, pour moi, c'est du beau et c'est de l'émotion. Et je pense qu'on a besoin juste, déjà d'assumer, d'avoir des émotions, d'assumer sa sensibilité et d'être entre guillemets éduqué au beau, c'est-à-dire, je crois que les gamins, il faut les emmener, écouter de la musique, voir de la musique en live. Apprécier et pas que de la musique. Après, enfin, tout ce qui est artistique, je pense vraiment que ça, c'est très, pour moi, c'est très formateur pour tout dans la vie. Enfin, je parle pas d'en faire son métier, juste de savoir apprécier le beau et être connecté avec ses émotions et sa sensibilité. Je pense que c'est très utile pour tout, je crois. Et je pense qu'il y en a qui ne voient pas ça et c'est dommage parce que ça amène des choses beaucoup moins belles. Julie, lorsqu'on rentre en religion, comme tu le fais pour ton art, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de sacrifices et aussi beaucoup de satisfaction. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes grands sacrifices et les grandes joies? Alors, les grands sacrifices, honnêtement, encore une fois, je vais pas dire presque tous les jours, je me dis que j'ai de la chance de faire ce métier, donc des sacrifices, on va dire peut-être un sacrifice du temps, parce qu'il faut passer du temps. Donc le temps qu'on prend à travailler son instrument, c'est du temps qu'on prend pas pour faire autre chose, c'est sûr. Mais bon, après, en même temps, voilà, on n'a rien sans rien non plus. Donc on peut dire peut-être ça, c'est un C'est la sacrifice. dimension Voilà, du temps. Quand tu nous dis que tu étais adolescente et que tu travaillais déjà, est-ce que tu n'as pas eu l'impression de temps en temps de passer à côté à ces moments-là d'un peu plus d'amusement, de divertissement? Tu sais, les choses un peu comme le sportif de haut niveau qui va dédier à son art une adolescence? Oui, c'est sûr. C'est à ça que je pensais quand je disais du sacrifice temps, c'est-à-dire que du temps à passer à travailler son violoncelle plutôt que c'est sûr, de se coucher tard et de d'aller faire la fête ou de profiter de choses un peu plus légères. C'est vrai que moi je suis pas sportive, mais effectivement pour comparer avec les sportifs, c'est-à-dire que c'est vraiment, il y a une régularité à laquelle on peut pas vraiment déroger. C'est vrai que quel que soit le nombre, il y a des gens qui travaillent énormément pendant la journée leur instrument et d'autres moins, mais en tout cas je crois que la clé vraiment de la réussite, c'est quand même d'être régulier. Et puis après, il faut aussi savoir lâcher de temps en temps. Mais ça, c'est vrai que c'était pas facile. Par exemple, les vacances. Les vacances sans prendre son instrument, bon, c'est toujours un peu délicat, mais je crois que c'est surtout psychologique, hein, vraiment. Là, c'est un autre sujet. Mais je crois que c'est juste se dire, ok, c'est bon, c'est pas parce que je vais pas travailler pendant mon instrument pendant une semaine que je saurai plus jouer. Mais voilà, des fois, c'est pas facile de lâcher parce qu'on a peur de perdre ses sensations, on a peur voilà, que le niveau baisse et tout. Et en même temps, bon, après, faut aussi avoir confiance en ses acquis. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une régularité qui est quand même importante qu'il faut respecter. Et tes plus grandes joies? Et mes plus grandes joies, moi, c'est sur scène. En fait, à chaque fois que j'ai fait un concert, alors surtout quand c'est des concerts, ou par exemple quand j'ai joué des concertos, donc ça veut dire que j'étais en soliste accompagnée par un orchestre, ou en musique de chambre aussi, j'ai eu des moments incroyables en petits groupes à 3, à 4, et que, vous savez, mon moment préféré, c'est le moment où juste la musique se finit et il y a un quart de seconde, une seconde où les gens osent pas encore applaudir, où ça se termine. Voilà, on relâche et après les gens applaudissent. Et pour moi, ça c'est vraiment un moment hors temps. C'est juste ce moment de grâce où on a envoyé toute cette émotion, cette beauté, tout ça, tout cet échange et qu'on sent que le public l'a reçu et voilà, ça c'est génial. Donc mes moments de joie, c'est vraiment sur scène, vraiment. C'est fou en t'écoutant, Julie, dans notre studio là, chez nous, le studio. Je vois Luna qui t'écoute, qui elle aussi me dit qui a dansé à haut niveau. Elle m'a toujours dit ça, que ces moments, non pas de regret, hein, mais ses plus grandes satisfactions, c'est d'être sur scène. Et voilà, de ce moment émotionnellement intense et qui visiblement ne ressemble à aucun autre moment. Ah non, parce que c'est vraiment on est vraiment dans l'instant T. C'est vrai que c'est rare, enfin, tu sais que comme beaucoup de personnes, moi je suis tout le temps la journée, on est pris, la tête est occupée par plein de choses et ça c'est des moments où on est vraiment dans l'instant présent.
et et puis la musique enfin elle est là et puis après ça s'arrête. Enfin je veux dire ça reste pas comme un tableau au mur. Enfin c'est vraiment de l'instantané. Donc il faut être là, voilà, à cet instant-là. Le shoot, faut le prendre au moment où il arrive. Oui, exactement. Ok. En tout cas, tu le retransmets très bien, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Et c'est vrai que je t'écoutais, j'avais un peu, comme on dit, les poils, quoi. En tant qu'artiste, que souhaites-tu transmettre à ton audience lorsque tu joues ? Ce que j'espère toujours, c'est que les gens repartent en ayant vraiment une émotion. Alors quelle qu'elle soit, parce que finalement, on se rend compte que alors nous, enfin voilà, on joue, forcément, ça fait écho avec des moments de vie, ça fait écho avec sa personnalité, ce qu'on a. Enfin, mais les gens qui le reçoivent, eux, ça leur fait penser à autre chose, ça leur fait, ça leur rappelle autre chose, selon dans quelle situation ils sont, voilà, au moment où ils écoutent. C'est vrai que donc moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils ressentent quelque chose, voilà, une émotion, et puis que ça reste quelque chose de toujours d'authentique. Et ça c'est pas forcément évident parce que comme on disait tout à l'heure, il y a des fois c'est un peu le milieu peut paraître un peu guindé, voilà, on arrive dans la salle, il faut pas faire de bruit, des fois quand c'est des très belles salles, les gens osent pas mais c'est feutré. Je crois que il faut garder ça comme quelque chose de voilà, de comme je disais au début aussi, de brut, quoi. C'est l'essentiel, je veux dire, c'est l'essentiel. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est de la déco. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bien décorés quand tu vois l'opéra. Oui. Oui. Qu'est-ce qui te nourrit artistiquement, cognitivement et corporellement ? Mon quotidien. Enfin, c'est-à-dire mes émotions du quotidien. Encore une fois, c'est une question de sensibilité. Bon, voilà, comme plein de musiciens, je suis quelqu'un de sensible, donc il m'en faut pas beaucoup. Et peut-être, Julie, avant de découvrir cette pratique du violoncelle inspirée par ta maman, tu étais déjà cette petite fille qui avait besoin d'émotions, de te confronter, d'être dans ta sensibilité. Il y avait déjà quelque chose qui était de l'ordre de ton tempérament, où le violoncelle est venu vraiment exprimer quelque chose de toi? Non, je pense, enfin, honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je pense que c'est quelque chose qui était déjà là et que en fait, c'est grâce au violoncelle. Peut-être que si ça n'avait pas été le violoncelle, j'aurais trouvé un autre moyen d'exprimer, de partager et puis de recevoir aussi finalement de l'amour, parce que le fait de jouer d'un instrument, comme je disais tout à l'heure, c'est un partage. On joue pas pour soi. Enfin, on joue pas que pour soi. On joue pour les autres aussi, en espérant que ces autres-là, ils apprécient, donc il y a ce besoin-là, sûrement inconscient ou pas, d'une certaine reconnaissance. Je pense que, enfin, il n'y a pas de honte à le dire. Enfin, je pense pas être la seule dans ce cas-là. Non, on te rassure. Donc... Ceux qui disent le contraire, je pense que peut-être ils mentent un petit peu. Donc je crois que oui, peut-être que si ça n'avait pas été violoncelle, ça aurait été une autre forme, je sais pas laquelle, mais en tout cas, voilà. Écoute, t'as trouvé la bonne. Ouais, oui, voilà. c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance, parce que vraiment, j'ai jamais regretté d'avoir choisi d'en faire mon métier, vraiment. Voilà. Après, on a toujours la chance qu'on se crée. Hein. Oui, non, ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. J'imagine que tu préfères toujours partager ton art en physique, néanmoins. Les supports numériques ont été un partenaire de lien et toi-même tu l'as évoqué. Est-ce que tu t'attendais à autant d'interactions à valeur émotionnelle sur des formats digitaux ? Non, pas du tout. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, parce que et puis surtout ça m'a donné vraiment. Bon, je suis quelqu'un d'assez positive, oui. Mais ça m'a donné vraiment de l'espoir pour l'avenir, parce que je me suis rendu compte que la majorité des gens qui m'écrivaient connaissaient, enfin, se disaient en tout cas pas connaisseurs, ou il y en a qui m'ont dit mais c'est la première fois que j'entends un violoncelle, c'est la première fois que. Donc je me suis dit mais c'est génial, parce que tous ces gens-là, ils se seraient peut-être pas déplacés à un concert, et finalement c'est la musique qui vient à eux. Et ça, c'est grâce à la magie d'Internet, hein. Donc non, je m'attendais pas, vraiment, honnêtement, je m'attendais pas à autant, et ça m'a vraiment encouragée. Ça m'a donné beaucoup
ça m'a fait du bien. Bah, tant mieux, c'est bien de démocratiser ton art. Tu le disais en plus, tu as été surprise par tous ces commentaires sur Link. Plutôt sur Insta et Facebook, c'était différent? Oui, parce que je pense, c'est-à-dire j'avais aussi toujours des commentaires gentils, mais moins, j'avais moins de vues parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses proposées. Aussi, il y a beaucoup plus d'artistes qui sont visibles peut-être sur Facebook, Instagram. Puis je pense que c'est pas le même public en fait. Enfin, c'est pas les mêmes personnes qui sont. Et sur Facebook, il y a tellement de choses qui passent. Enfin, sur Instagram, c'est pareil, que ce soit comme c'est vraiment que de l'image, vidéo ou photographie, ou image. Donc les gens sont abreuvés de choses. Donc c'est peut-être moins évident aussi de s'arrêter sur un truc et de voir. Enfin, je sais pas. Après, il faudrait étudier, mais là-dessus, mais oui, c'est différent. Après, du coup, il y a aussi des gens qui étaient sur LinkedIn, du coup, qui sont sur les autres réseaux, donc ils m'ont suivi sur les autres réseaux aussi. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un live sur Facebook via une page. Et c'est vrai que il y avait des gens sur LinkedIn qui me disaient c'est dommage, moi je suis pas sur Facebook, j'aimerais bien voir aussi, donc il faudrait peut-être que j'essaie de faire quelque chose pour pouvoir le faire aussi sur LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julie, pour les semaines à venir? D'avoir des engagements de concerts. Parce que moi, ma vie, c'est la musique. Donc j'espère que tu en es où là actuellement? vont... Tu en es où? Alors, pour ce qui est de cet été, comme tout le monde en fait, tout le milieu musical, tous les festivals ont été annulés, tout ça. Alors après, j'ai un concert en Suisse qui est maintenu. J'ai un concert live sur Facebook qui va être retransmis aussi pour la fête de la musique. Et puis après, j'ai pas mal de concerts prévus à partir de la rentrée de septembre. On va aussi reprendre avec l'opéra. Donc, a priori, on s'est encore un peu dans le flou là, mais on va forcément reprendre à un moment donné. Ouais. Donc voilà. Et puis surtout, j'ai un disque qui doit sortir là. Alors, c'est le moment, Julie. Attends, Julie. Donc, on t'écoute. Donc c'est un disque qui va sortir dans un premier temps en digital, qui est sur les 2 concertos de Joseph Haydn. Voilà, donc c'est classique, mais j'adore parce que c'est de la musique très gaie, très lumineuse et ça a été un peu un challenge parce que je l'ai enregistré en une journée. Ah oui. Donc c'était un peu chaud, mais on a réussi, on l'a fait. Il sort quand? Donc alors, il devrait sortir normalement avant l'été. J'ai pas encore la date précise, mais avant l'été. Donc avant le mois de juillet. Et en tout cas en digital. Voilà. Donc j'espère que ça va m'apporter aussi des concerts, d'autres engagements, et puis d'autres rencontres avec d'autres artistes. Qui est une belle vie musicale. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est gentil. Et peut-être pour finir, qu'est-ce que tu souhaites pour les hommes et les femmes qui habitent cette planète en 2020? Ça serait quoi ton souhait? Alors, une bonne santé. Une bonne santé. Et puis, peut-être de garder pas un enseignement, ce serait un petit peu prétentieux de dire ça. On va dire de dire ça, mais en tout cas de garder cette notion d'instantané, de valeur du présent qu'on a eu, je pense que beaucoup de gens ont dû ressentir pendant le confinement. C'est-à-dire de se dire en fait la vie c'est aussi des choses simples tous les jours. On n'a plus la possibilité de sortir, donc peut-être garder cet attachement aux choses simples du quotidien et de pas des fois se perdre dans des choses qui n'en valent pas la peine. De vivre sa vie plus dans l'instant présent peut-être. Voilà. Écoute, c'est un joli souhait que tu leur fais. Pour terminer, les questions de Kaeluna. Romantique ou passionné, Julie? Ah là là. Les deux. Les deux. Alors j'aime toujours dire mais non, je suis pas une romantique et tout. Mais après les gens me disent mais si, Julie, tu es romantique. Non, je pense que je suis plus passionnée que romantique, effectivement. Non. Oui. Ça c'est l'amalgame avec la musique classique, laisse tomber. Oui. Ensemble ou à deux?
Ah, ben, ensemble ou à deux? Ah oui, ensemble ou à deux? Non, ensemble. Ensemble, parce que c'est toujours des individus, des personnalités, voilà, individuelles qui ensuite font du chemin ensemble. Voilà. C'est un peu une réponse de à deux à chaque fois. Exactement. Oui, bah oui. C'est pas romantique, c'est passionné, c'est en fait passionné à deux. Elliptique. Voilà, oui. Dès que t'enlèves l'héritage, t'as la réponse. Passionné à deux. Cœur ou raison? Cœur ou raison? Oh, bah cœur, évidemment. Bah oui. Sur scène ou en ligne? Sur scène. Ok, pour terminer, hip-hop ou électro? Électro. Oui. J'espère qu'Yann m'en voudra pas trop. Génial. Un énorme merci Julie pour ce moment et puis un grand bravo encore une fois pour cette merci. intensité à assumer ce dont tu as envie pour ton art et pour ta carrière. Bravo. Bravo pour ton Merci audace, beaucoup. Julie. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné la chance de m'exprimer. Merci. Kaeluna. Kaeluna.